sur seat.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on reviendra évidemment sur l'incarcération de Patrick Balkany, sur le fait que sa femme ait décidé de reprendre la mairie pendant d'assurer l'intérim, et puis beaucoup d'autres sujets à partir de 11h, 0826 300 300. Et puis le mois de septembre, c'est le mois des foires au vin. Jacques Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de vin, spécialiste, comment on dit, spécialiste viticole. Oui, spécialiste oui, voilà. Spécialiste du le point le point vin. Quoi, le point vin, voilà, le spécial vin qui est paru la semaine dernière, qui reste 15 jours en kiosque. Alors c'est, je dois le dire, on le répète, souvent imité, jamais égalé. Je crois que c'est un des dossiers les plus complets qui existent aujourd'hui. On a au moins l'ancienneté, nous. Quoi, voilà. Vous avez commencé quand, d'ailleurs ? On a fait le premier en 99. Oui, effectivement. Ouais. Alors, combien de vins goûtés, testés ? Alors dans l'année, je ne sais pas combien on en goûte, une dizaine de milliers, quoi. Mais là, on a plusieurs parties dans ce spécial vin. On a un petit peu les visites dans des appellations. Ouais. On choisit 13 appellations, dont une étrangère. Cette année, c'est le Sud-Tyrol. Le Sud-Tyrol, oui. Qui est très intéressant, hein, qui est une région viticole qui est passionnante, parce qu'en plus, en hauteur, donc avec des vins assez frais. On est en plein réchauffement climatique, dont ça a une certaine importance. Et on a consacré depuis toujours un dossier au foire au vin, parce que beaucoup de gens vont acheter leur vin en grande surface. Donc mais on va voir si c'est vraiment intéressant ou pas. En tout cas, le dossier d'ouverture est consacré au climat et à la nécessité pour les vignerons de s'adapter au réchauffement climatique, parce qu'on se rend compte dans ce papier absolument passionnant que c'est un véritable bouleversement pour les vignerons. Ah oui, mais on a... beaucoup de ressources. Alors d'abord, la vigne est une plante pérenne qui a su s'adapter à plein de choses, mais il y a par ailleurs, ça va réveiller une partie de notre histoire, pas seulement viticole, mais de notre histoire paysanne, quoi. Ouais. Parce que, comme vous le savez, Valérie, quand il y a eu le phylloxéra à la fin du 19e siècle, qui était ce champignon, c'était un insecte qui arrivait des États-Unis. Et qui est arrivé avec des plants de vigne des États-Unis et qui s'est répandu partout en Europe. Il a commencé dans le Languedoc, et puis petit à petit, il a détruit tout le vignoble européen. Et quand on a reconstruit ce vignoble, quand on a trouvé des solutions pour reconstruire, on a choisi de se servir des principaux cépages. On a oublié tous les petits cépages qu'il y avait. Or, les vieux, ce qu'ils faisaient, ils étaient malins. Dans une vigne, ils plantaient en foule, c'est-à-dire qu'ils mettaient un cépage de merlot, par exemple, mais ils mettaient autre chose à côté qui pouvait apporter de la fraîcheur ou qui mûrissait tardivement. En fonction de la météo, ils étaient sûrs d'avoir une petite récolte. Mais tous ces petits cépages, on les a oubliés, on les a laissés de côté. Et il y a des chercheurs, des gens passionnants qui se sont intéressés à ça et qui petit à petit les réintroduisent dans le vignoble. Mais c'est compliqué parce que il y a les instances viticoles, il faut valider, etc., etc. Alors moi, j'ai appris des choses absolument passionnantes. C'est-à-dire que la France importait 7,7 millions d'hectolitres de vin, en particulier d'Espagne. 71% des vins importés viennent d'Espagne. On en fait quoi ? Racontez ça à nos auditeurs. Alors, moi, je suis tombé de l'armoire en lisant ça. Une bonne partie se transforme en rosé pamplemousse, l'espèce de saloperie qu'on fait boire en disant que c'est du vin, mais c'est vraiment de l'ersatz. Parfumé, donc ça sert les vins pamplemousse, c'est ça ? C'est ce que vous écrivez dans le papier ? Les rosés pamplemousse, là. C'est la chirurgie esthétique viticole, quoi. Voilà. On réhabilite. Mais pourquoi on importe autant de vins dans Parce un pays comme la France ? Parce qu'on n'a pas assez d'entrée de gamme, nous, en France. On n'a pas de mauvais vins, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'on n'a pas aussi travaillé pour... faire des vins, on en faisait autrefois, il ne faut pas oublier les litres étoilés de nos grands-pères, mais on faisait du vin entrée de gamme. Mais on a tellement gagné d'argent, notamment je pense à Bordeaux qui est une grande région viticole, ou le Languedoc, on a gagné beaucoup d'argent avec ces vins-là d'entrée de gamme. Aujourd'hui, on gagne beaucoup plus d'argent à vendre des crus classés ou des vins chers, donc les marchands s'y sont pas intéressés, et quand il n'y a pas de commerce, quand il n'y a pas de marchands, il n'y a pas de producteurs non plus. Et on n'a pas assez de vins d'entrée de gamme à offrir aux gens qui veulent boire des vins en dessous de 5 euros, quoi. Ouais. Ça existe encore ou pas, des vins à moins de 5 euros ? Oui, ça existe, mais dans l'offre française, il n'y a pas grand-chose de
d'excellents, alors qu'on pourrait tout à fait faire des vins... Oui, c'est vrai qu'en Espagne, il y a beaucoup de vins qui sont... les Espagnols, ils y arrivent. Ils y arrivent. Donc, qu'est-ce qui a changé fondamentalement, justement, à cause du climat? Qu'est-ce que ça a changé? C'est intéressant de raconter cette histoire de l'évolution du climat et de l'adaptation à laquelle sont contraints aujourd'hui les agriculteurs. Eh bien, ce que ça a changé, c'est notamment... la puissance, les alcools. Avant, quand vous alliez au restaurant, le midi, si on buvait du vin, on disait tiens, on va prendre un petit truc léger, on va prendre un vin de Loire, un Chinon, un Bourgueil, un Saumur-Champigny. En 2018, les Chinons, les Bourgueil, les Saumur-Champigny, ils annoncent 14 degrés. Ouais. Moi, quand j'étais gamin, mon père, il me disait oh là là, j'ai une bouteille de Châteauneuf du Pape qu'on m'a offert, elle fait 13,5. C'était vraiment le truc incroyable. Alors qu'aujourd'hui, c'est la norme. Vous dites effectivement qu'il faut, l'un de nos gros problèmes, c'est la montée des sucres et la banalisation de la rondeur. C'est-à-dire que le goût a évolué vers des vins beaucoup plus ronds, beaucoup plus sucrés. Il y a eu l'influence des gourous internationaux, dont Robert Parker, qui a été le type qui a ouvert, il a fait du bien aussi au vin français, parce qu'il leur a ouvert le marché américain. Il était suivi comme un gourou, c'est-à-dire que les gens regardaient même pas l'étiquette, il avait combien sur, parce qu'il notait sur 100. Sur Parker, voilà. Alors, il avait 98 sur 100, pouf, on achetait, quoi. Et oui, mais il a été élevé au lait et au bourbon, ce gars. Hein, donc, et au coca, donc il aime ce qui est sucré, il aime ce qui est bien rond, bien sucré, etc. Donc on a aussi orienté une partie de la production française, pas toute, hein, heureusement, mais une petite partie qui a fait boule de neige et qui a été orientée vers des vins de ce type. Mais le réchauffement climatique accentué parce que le réchauffement climatique fait que les vins sont plus sucrés, fait que les raisins, bien sûr, parce il y a plus de concentration. Pour avoir 14 degrés, il faut un taux de sucre très important, puisque c'est le sucre qui se transforme en alcool. Hein. Et quand vous avez plus d'alcool dans un vin, ça lui donne aussi une certaine sucrosité. Même si tout le sucre a été transformé, on a quand même plus de rondeur et plus de sucrosité. Et puis, il y a eu aussi, sans doute, qu'avec l'orientation vers des vins de qualité, etc., on a réduit les rendements, on a mis moins d'amendements dans les vignes pour réduire les rendements, on a taillé plus court, donc on a fait des rendements inférieurs. Là où on faisait, dans les années 80, là où on faisait dans le Médoc 90 hectolhectares, même si ça dépassait un peu la norme autorisée. On a réduit, là, aujourd'hui, les gars, ils font 40 hectos et quand ils font 50, ils sont contents, quoi. Comment vous travaillez pour un dossier comme celui-là, dans Le Point, ce spécial vin, donc, qui, vous l'avez dit, depuis 99, est devenu un rendez-vous régulier, qui est un travail... colossal, parce que vous le dites, ça m'a fait rire, vous dites nous ne fréquentons pas les présentations de petits fours organisées par les enseignes pour la presse. Ça, c'est pour les foires au vin, oui. Voilà, pour les foires au vin. Mais d'une manière générale, toute l'année, vous allez goûter des vins. Vous faites que ça. On fait que ça, non. Moi, je veux faire Jacques Dupont plus tard dans ma vie. Mais je vous emmène quand vous voulez. Hein. Et, je viendrai. Non, là, par exemple, je vais commencer la Champagne, donc je vais aller à Épernay, à Reims, etc. Je vais goûter en labo, je vais goûter des tas de vins, et puis je vais aller voir des gens que je connais pas, ou que ça fait longtemps que j'ai pas vu, etc. Je vais aller voir des grandes maisons de champagne aussi, où on fait des très bons vins aussi. Et donc, ça va me prendre 1 mois et demi pour préparer un dossier sur les champagnes, mais au moins j'aurais vérifié, je ne parlerai pas de n'importe quoi, et ça ne sera pas fait dans un déjeuner de presse, dans un grand restaurant parisien où tout le monde se congratule et tout le monde trouve bon. Les foires au vin, 20 000 vins proposés dans la grande distribution. Oui, au moins 20 000. C'est le chiffre qui est dans votre dossier. Mais je pense qu'on est hors taxe, là. Je pense qu'on était plus proche de 30 000 que de 20 000. C'est intéressant pour qui, les foires au vin? Est-ce que c'est intéressant pour les clients, pour les vignerons? À qui profite le crime? Pour les vignerons, ça leur permet de vendre du vin, parce que c'est très difficile en ce moment. Pour les acheteurs, pour les gens qui achètent, les clients, autrefois, il y a eu 2 époques dans les foires au vin. Autrefois, on y allait parce qu'on soldait des grands Bordeaux. Des grands Bordeaux, des crus classés, des choses comme ça qui étaient soldés. Ça avait commencé grosso modo après l'année 84. Le grand bouleversement. L'année 84 avait été vendu trop cher par les Bordelais. Du coup, personne n'arrivait pas. Voilà, exactement. Donc ça a été bradé dans la grande distribution. Et puis ça a continué longtemps. On a pu acheter des crus classés à prix pas cher, quoi, parce que la GD, la grande distribution, elle gagnait de l'argent sur les lessives et elle baissait ses... Mais là, maintenant, il y a la nouvelle loi sur laquelle on peut pas faire des remises comme ça. Donc, d'un seul coup, ça augmente le prix des crus classés. Puis, depuis quelques années, les crus classés,
Ils ont trouvé d'autres marchés, en Chine, aux États-Unis, etc. Donc il y a moins d'invendus, ils ont moins intérêt à les vendre. Faire plaisir à Michel-Édouard. Ouais. Et donc les prix sont devenus très importants. Donc on est arrivé à une deuxième époque. Et puis la grande distribution s'est professionnalisée aussi. Puis il y a eu les sites. Il y a beaucoup... Là, si vous regardez, il y a énormément de sites qui sont arrivés avec des Petit Ballon, la Vina, des mentalités de cavistes. Donc, ils vont chercher plutôt des choses un peu plus rares. Et puis, les acheteurs de grande distribution se sont professionnalisés aussi. Ils ont embauché des œnologues, ils ont embauché des gens qui étaient compétents. Et parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils ont besoin d'aller chercher des vins qui sont de qualité, qui ne sont plus des crus classés. Oui, ça a changé aussi peut-être dans l'esprit des Français, c'est-à-dire que on peut plus aller sur ces grands vins, et vous avez aujourd'hui des vins qui sont tout à fait abordables. Tout à fait, mais vous imaginez, quand vous débouchez une bouteille qui vaut 150 € ou 300 € sur table, vous dites avec qui je vais l'avoir, pourvu qu'elle soit pas bouchonnée, je suis en train de... Là, ça se trouve, c'est mon capital qui part et tout. On n'est plus dans le vin plaisir, on est dans un... Après, il faut s'y retrouver, parce que c'est vrai que les noms que vous donnez, on les connaît pas forcément. Oui, mais moi je les ai goûtés. Vous les avez goûtés, donc on peut vous faire confiance. Il y a des coups de cœur. En principe, j'espère. Oui. Mais oui. Donc c'est classé en plusieurs catégories. Les vins moins de 12 €, de 12 à 30 € et au-delà de 30 €. Oui. Alors pour les foires au vin, parce qu'on a d'autres dossiers là-dedans. Oui, il y a les caves à vin. Il y a un papier très marrant sur le mauvais goût du vin, c'est-à-dire avec le. On a analysé d'où venait le goût de bouchon, mais aussi le goût de souris, le goût de torchon, etc. On a fait ça avec des chercheurs, mais c'est très compréhensible. C'est amusant. Et puis sur les caves à vin, ce qu'on a voulu faire, c'est là, quand vous lisez des dossiers sur les foires au vin en général, il faut être ingénieur frigorie pour comprendre quelque chose. Nous, on a demandé justement à ces ingénieurs, on les a un peu torturés pour qu'ils nous fassent 5 points faciles à vérifier pour qui veut acheter une cave à vin. L'humidité, la façade vitrée, les vibrations et les clayettes. Donc grosso modo, vous y allez avec 1 mètre et un thermomètre, et grosso modo, vous pouvez sortir avec une cave à vin. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jacques Dupont. On parle des foires au vin, de l'évolution de la viticulture française. Avec vous, 0826 300 300, si vous avez des questions ou des conseils. On vous attend sur Sud Radio. Intermarché.com. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Et je suis avec Jacques Dupont, journaliste spécialiste du vin pour l'hebdomadaire Le Point. Le Point qui a fait paraître son spécial vin, qui est en kiosque encore toute cette semaine. Ça dure 15 jours. Il est en kiosque pendant 15 jours, puis il y a le site. Puis il y a le site qui est très bien fait, avec un moteur de recherche sur lequel vous pouvez retrouver en fonction de... Même moi, j'y arrive. Même vous y arrivez. Moi, j'ai pas réussi à me connecter, mais j'ai le magazine. Spécial vin, 143 bouteilles à moins de 10 €, 514 vins sélectionnés, 13 appellations au top, et puis le guide complet des foires au vin que vous avez réalisé avec Olivier Bonpasse. On a en ligne avec nous Xavier Gomard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la cave de Tain-l'Hermitage. Alors c'est ça avait été classé l'année dernière, c'est ça, Jacques Dupont, comme l'une des 10 meilleures caves coopératives de France. Vous êtes très présent, Tain-l'Hermitage, dans les foires au vin. Pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'on a des crus qui sont assez exceptionnels, mais souvent en petite quantité. Ça ne justifie pas de la présence permanente, et c'est l'occasion de ces foires au vin pour découvrir ces crus que le grand public ne connaît pas forcément. Je pense aux Hermitages, aux Cornas, aux Saint-Péret, qui sont des petites appellations. Et dans les grands crus, les autres grands crus que nous produisons, à savoir Saint-Joseph et Crozes Hermitage, il peut y avoir des cuvées, des essais que l'on fait. Notre Crozes Hermitage sans sulfite, par exemple, a beaucoup interpellé les gens, et c'est l'occasion de le faire découvrir au public. Donc pour nous, ça nous permet d'avancer, de créer, de rechercher, puisqu'un vigneron a une fois par an la possibilité de faire évoluer ses techniques, de faire d'oser, de créer, et c'est le résultat se retrouve en foire au vin. Oui, la cave de Tain, c'est un véritable labo. Ils sont un peu fous là-dedans. Pourquoi ? Je les ai rencontrés. Labo, ça fait un peu peur. Quand on parle de vin, ça veut dire ils font des tas de. Ils isolent des parcelles. Ils font des essais avec des vignerons. Et donc, quand on goûte la totalité, on y passe la matinée. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs, je crois, même un peu plus. Et ils ont beaucoup de vin. Et donc, c'est vrai que le rapport qualité-prix est excellent. Et les vins sont de qualité, donc nous, effectivement, on les avait classés parmi les meilleures caves coopératives de France. Oui, et donc vous réitérez chaque année dans les foires au vin la présentation de vos vins. Alors voilà, la présentation de toutes les pépites qu'on peut avoir, et puis tous les essais, effectivement, parce on cherche des levures, on isole des levures de nos parcelles,
On essaie d'autres techniques de vinification. Alors parmi les bonnes affaires ou les conseils plutôt que vous pouvez donner à nos auditeurs de Sud Radio, qu'est-ce qu'on va trouver évidemment toujours à consommer avec modération, je le répète. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Nous avons un vin extraordinaire qui s'appelle l'Hermitage. C'est un vin qui est connu dans le monde entier, qui est certes un peu cher, mais pour des fêtes de fin d'année, des moments un peu exceptionnels, c'est vraiment un très grand cru. C'est le plus grand cru du Rhône qui, relativement au grand cru d'autres régions, est encore accessible. Et c'est vraiment des vins extraordinaires. Oui. À boire. Presque modérément, bien sûr, mais presque en digestif. C'est vraiment un vin où on a envie que les gens, quand on a envie que les gens restent après le dîner, on prend des beaux verres, on ouvre une bouteille d'Hermitage et puis la nuit est à nous, quoi. Ouais. Il donne envie. Hein. Il donne envie. On vient avec vous. Moi, ce que je recommanderais surtout, c'est pour les forts au vin, c'est de se faire plaisir à acheter des Crozes de chez eux parce qu'ils sont très très bons et c'est dans des prix tout à fait abordables. Au Carrefour Market, un domaine Guigal en Crozes Hermitage. C'est pas eux, ça. 2016, non, c'est pas eux. Ça. non, mais en Crozes Hermitage, c'est pas eux. Mais vous parliez du Crozes Hermitage. Qu'est-ce qu'on a en Saint-Joseph ? On a du Saint-Joseph, des Cornasses, cave de thym. Voilà, je l'ai à 21 € en Carrefour Hyper. C'est un Cornasse ? C'est un Cornasse, absolument. Il y en a d'autres, 2015. Vous faites aussi le tableau des bonnes années. Merci d'être intervenu sur Sud Radio, Xavier Gomard, et de nous avoir donné envie. Bravo à vous. Merci. Et bonjour à toute l'équipe de la cave de thym. Ouais. C'est gentil, merci Jacques. Merci. Alors oui, vous dites découvrir, mais quand on ne connaît pas, on fait confiance à qui ? À votre guide. Se repère comment ? Franchement, si on passe autant de temps avec Olivier Bonpass à décortiquer ça, parce que je peux vous garantir que les listings de fort au vin envoyés par tout le monde, indigeste, hein. Faut vraiment avoir le mental, comme disent les sportifs, pour trier là-dedans. Tout ce qui est là, nous, on a vérifié les prix, si c'est des vrais cuvées, si c'est des vins qu'on connaît, qu'on a goûté. On part effectivement de entre 20 et 30 000 sur les listings. Sur les listings, 20, et on en retient pour le 500. Pour le journal, je crois qu'il doit y avoir 500 ou 700. Il y en a 700, je crois. Avec des coups de cœur, avec des coups de cœur, des étoiles, on essaye de faire un truc qui est plaisir-prix et rapport qualité-prix, parce qu'un vin très cher peut avoir, ça peut être d'une très bonne qualité, mais ce qui est important, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Il y a cette colonne, effectivement, prix-plaisir avec 3 étoiles. Pour certains. On peut avoir beaucoup de plaisir avec un vin à 8 €. Et autant de plaisir qu'avec un vin à 150 €, mais ça dépend des circonstances où on l'ouvre et comment. Il y a énormément, vous le disiez, il y a énormément il y a maintenant les sites, il y a beaucoup presque toutes les grandes surfaces s'y sont mises. Qui aujourd'hui est le meilleur ? Vous nous conseillez d'aller où ? On trouve que les sites ont beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est grand cru, classé, Bourgogne. Ils ont une mentalité un peu caviste, donc ils vont chercher un peu des vins un peu rares. Mais dans les grandes surfaces, Intermarché, j'ai trouvé que cette année qu'Intermarché était très très bien placé. Oui. Là, je vois un château vieille dynastie, la Lande Pomerol, qui fait partie de vos coups de cœur. Frédéric Borderie. À 8,87 €. Alors ça, je peux vous dire que c'est une affaire. Voilà. Ouais. Parce que je connais très très bien le vigneron. Je goûte régulièrement ses vins. Il a par ailleurs un petit Bordeaux Sup qui n'est pas dans la Fort au Vin, mais que si vous y allez, Valérie, achetez-en parce que faites le plein. Ça s'appelle les Gravières de la Brandille. C'est un lieu-dit. Et il travaille comme si on travaillait dans un cru classé. Ça fait partie de ces nouvelles générations de vignerons qui disent nous on est peut-être en Bordeaux Sup, on n'est peut-être pas en grand cru classé, mais on va essayer de valoriser au mieux ce qu'on a comme outil, c'est-à-dire nos terroirs et nos vignes. Ce qui m'a frappé dans votre dossier, vous faites des portraits de vignerons, c'est qu'ils sont jeunes. Souvent, c'est des gens qui reprennent, des hommes et des femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui reprennent la propriété familiale. Mais c'est vrai qu'ils sont assez jeunes, tous ces gens, et avec une dynamique différente. Oui, on les cherche aussi un petit peu. Hein. C'est-à-dire que quand on va dans un vignoble et qu'on déguste à l'aveugle, donc on déguste des numéros, après on regarde qui on a choisi, etc. Et on va plutôt voir des jeunes qui démarrent,
que des gens qui sont installés, qui n'ont pas forcément besoin de nous pour se faire connaître. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une génération aujourd'hui qui est très dynamique. Je vois Loïc Massard domaine les chemins de Sèvres. Tous tournés vers la bio ou s'approchant de la bio, et avec le respect de l'environnement, etc. Et essayant de faire des choses intéressantes. Vous parliez non, c'est Xavier Gomard qui parlait de vin sans sulfite. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une tendance aussi? C'est une tendance, c'est ce qu'on appelle les vins nature. Hein. Bon, alors je pense que c'est effectivement l'avenir du vin ne passe pas par forcément les soufres, mais pour l'instant on n'a pas trouvé beaucoup mieux que le soufre pour désinfecter et empêcher que ça tourne au vinaigre. Sinon, après, il y a des filtrations, ce qu'on appelle des filtrations tangentielles, qui sont des filtrations quand même très puissantes et qui enlèvent les bactéries. Lequel est le mieux franchement, je ne sais pas trop quoi. C'est sûr que dans un vin liquoreux, par exemple, où les levures peuvent continuer à faire travailler le sucre, la filtration va être pas mal. Bon, tout ce mouvement nature a au moins un intérêt, c'est qu'il a fait réfléchir les vignerons sur les doses de soufre qu'on mettait dans le vin. On a énormément réduit les soufres. Allez, donnez-nous votre top 3. C'est difficile peut-être à dire. C'est vous qui avez le journal en plus. Alors, je vous le donne. Non, j'ai pas de top 3, mais... En blanc, on parle toujours du rouge, du bordeaux, on a parlé de Thym l'Hermitage. En blanc aussi, il y a des choses. En blanc, il y a un vignoble qui a fait d'énormes progrès, c'est le Muscadet, quoi. Ah oui. Et où on peut trouver des vins qui sont très intéressants à des prix tout à fait raisonnables. Il y a des régions justement qui émergent et qui réémergent. Voilà. Le Beaujolais réémerge. Oui, vous dites qu'il y a du très très bon, il y a aussi du moins bon, mais il y a du très bon. Mais il y a vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le Beaujolais, qui a perdu beaucoup de vignes, le Beaujolais. Et quand les gens qui sont anti-vin et tout ça l'oublient, mais quand on arrache des vignes, c'est souvent remplacé par des lotissements. Quoi, la vigne fait partie du paysage français. Ouais. Et le Beaujolais a perdu beaucoup de vignes, mais la nouvelle génération des gens du Beaujolais, ils font des trucs formidables. Alors des fois, ça se perd un peu. Ils font effectivement pas mal de vins sans soufre, dont certains... Mais à côté de ça, il y a vraiment d'excellents vins. J'en ai sélectionné quelques-uns là-dedans. Et puis, dans le dossier qu'on a consacré à Régnier, qui est un cru du Beaujolais, on a de très très belles affaires. Je pense au domaine de Colette, par exemple. Colette, ça n'a rien à voir avec l'écrivain, ça veut dire la petite colline. Hein. Et domaine de Colette, Jackie Gauthier, c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est vraiment très très bon. Et ça fait des vins qui sont des très grands vins pour des prix tout à fait raisonnables. Et le Muscadet. Où il y a une nouvelle génération... ça fait déjà un moment que ça monte, où on a de très très bons vins. Il ne faut pas oublier que le cépage du Muscadet, c'était un cépage qui vient de la Bourgogne et qu'on trouvait avant le grand gel de 1956, on le trouvait encore dans les cortons Charlemagne. À lire donc et à prendre, à emporter avec soi quand on va dans une foire au vin. Comment vous nous conseillez de faire? Oui, de relever un stabilo et puis est-ce que c'est comme avant où les gens se précipitaient, achetaient des caisses aujourd'hui sur les comportements, vous le savez ça ou pas? Non, je sais pas trop. J'ai pas été voir à l'ouverture parce que j'étais un peu occupé avec le spécial vin. Mais là, j'ai vu l'autre jour dans ma campagne un gars qui remplissait son caddie. Bon, mais il n'avait pas le point. Alors, il n'avait pas le point. J'ai failli l'aborder pour lui dire attendez, qu'il n'avait pas fait le bon choix. Montrez-moi ce que vous avez acheté. Je vais vous faire je vous emmène avec moi, on va aller acheter du vin. Spécial vin, Le Point. Sinon, le moteur de recherche. Le moteur de recherche sur Internet qui est extrêmement. Si vous choisissez un vin, vous dites n'importe quoi, vous cherchez, il va vous donner un vin et il va vous dire dans un rayon de 20 ou 30 km ou 50 km. Où vous pouvez le trouver et à quel prix. Exactement. Merci beaucoup Jacques Dupont d'être passé nous voir sur Sud Radio Spécial Vin. Le Point en kiosque encore pendant une semaine et puis sur le site lepoint.fr. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. On va commenter l'actualité.